Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dédié au Web3 et aux crypto-monnaies. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Monsieur Doc Marmotte avec nous. Comment ça va? Eh bien, écoute, super, ça va bien. Je te remercie pour l'invitation et ravi d'être avec vous ce soir. Eh bien, merci à toi hein, pour ta disponibilité. Donc, alors, Doc Marmotte sur les réseaux, tu es vulgarisateur, consultant en crypto, blockchain et NFT. Et tu es aussi quand même très connu pour être le fondateur du projet Marmotoshi. On aura l'occasion hein, de revenir un peu sur cette aventure entrepreneuriale. Mais en attendant, pour ceux qui nous écoutent et qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu peux te présenter, voilà, ce que tu fais dans la vie et comment t'es venu l'idée aussi d'arriver dans cet écosystème? Ok, ça marche. On va quand même passer assez rapidement mon CV, si je puis dire. J'ai un assez gros background technique dans tout ce qui est le milieu de l'informatique, de l'IT, pour ceux qui prononcent ça en deux lettres. J'ai découvert les cryptos en 2015. Je suis vraiment arrivé par le côté technique. Voilà, j'entendais parler de blockchain, etc. Je voulais savoir un petit peu plus ce que c'était, donc j'ai commencé à m'intéresser pas mal à la chose. J'ai trouvé ça vraiment super. C'est une technologie qui m'a tout de suite vraiment passionné. Euh, Après, par contre, niveau, forcément, quand on s'intéresse à la blockchain, on tombe forcément sur Bitcoin, on tombe un petit peu dans les cryptos au départ, hein, parce qu'il n'y avait pas vraiment d'autres use cases de la blockchain à l'époque. Euh, le tout côté, on va dire crypto, financier, investissement, etc. Ça m'a pas vraiment passionné au départ. Moi, quand je suis rentré en 2015, à part faire du trading, il n'y avait pas grand-chose à faire avec les cryptos. Ouais, voilà, on stockait sur son wallet et tout. Forcément, hein, j'ai commencé à monter mes premiers nœuds, à faire joujou, mes premières transactions pour bien comprendre comment tout ça fonctionnait, etc. Mais bah, je laissais de côté. Voilà, je continue à suivre de loin. Je m'intéressais à l'écosystème, mais sans plus, parce que bah, pour moi, il y avait rien de croustillant, rien vraiment d'intéressant à faire. Et en 2019, il y a la DeFi là, qui a commencé à pointer le bout de son nez. Et là, je me suis dit, ah, ça y est, on commence à voir des vrais use cases, etc. Je me suis repenché un petit peu plus. Et puis, en 2020, j'ai sauté le pas. Je me suis dit, bon, il y a un virage à prendre. Là, il commence à y avoir pas mal de choses. L'écosystème commence à être vraiment bien bouillonnant. Il y a PayPal aussi qui avait commencé à dire qu'il rentrait dedans. Je me suis dit, oh là, les géants commencent à arriver, c'est bon, ça va commencer à s'énerver. Du coup, bah, j'ai franchi le pas. Je me suis lancé à 100% en fait là-dedans. Donc au début, la grande question, c'est qu'est-ce que je vais faire dans ce milieu-là. Parce que bon, certes, j'ai des bonnes connaissances techniques de comment tout fonctionne. Je découvrais pas mal de protocoles, j'en apprenais aussi énormément, hein. J'aurais appris énormément de choses en 2020. Et, et puis moi, je me suis dit, bah, des personnes qui font des cours sur les graphiques, et il y en a plein. Par contre, des personnes qui expliquent simplement en fait la partie technique, il n'y en a pas beaucoup. Hmm. Et je me suis dit, bah là, il y a un petit axe à prendre. Donc, du coup, j'ai commencé à faire des vidéos pour vulgariser un tas de sujets. Que ce soit la blockchain, Bitcoin, Ether, Monero, différents protocoles qui apportaient des innovations. Certains protocoles qui sont morts, mais voilà, je ne parlais pas de ouais, le protocole va faire to the moon. Non, non, j'expliquais en fait vraiment le fonctionnement du protocole, comment ça fonctionnait, etc., les différentes mécaniques qu'il y avait derrière. Et puis bah, ça commence à apprendre. Et puis voilà, j'en suis là aujourd'hui. J'ai fondé les Marmotoshi début d'année. Enfin, ça a commencé fin d'année dernière. Et c'est parti en début d'année. Et puis ça continue. Et puis on verra où est-ce que ça va me mener tout ça. Ok, super intéressant et puis assez atypique par rapport à ce qu'on peut entendre dans l'écosystème où il y a quand même une grosse partie, j'ai l'impression, des gens qui sont dans la crypto, dans les NFT, qui ont quand même cette visée cet objectif un peu financier finalement, plutôt que le côté tech pur et dur, même si l'un n'empêche pas l'autre, hein, on peut très bien s'intéresser à son fonctionnement, au côté vulgarisation de ce que tu proposes du coup sur tes réseaux, mais il y avait quand même toujours cet aspect financier qui était là, et toi au début du coup c'était pas forcément ça. Et j'ai quand même noté que tu as dit au départ, c'est-à-dire que est-ce qu'aujourd'hui, bon, tu continues à entreprendre, à faire du consulting, mais est-ce que tu as aussi des stratégies d'investissement ou peut-être voir un petit peu ce que ça vaut le trading, ou est-ce que tu restes quand même très orienté vulgarisation et le côté use case et pratique en fait de cet écosystème?
Alors, il y a 2 choses. À titre, pro, je continue dans tout ce qui est vulgarisation et cetera. Bon, des fois, je fais des petits trolls, hein, ça, c'est aussi ma spécialité. Mais par contre, à titre, perso, je me suis, également aussi fortement investi en fait dans le milieu de l'économie et de la finance. Savoir un petit peu comment ça fonctionne, comment l'argent est créé, d'où ça vient, comment ça fonctionne dans tel pays, comment ça fonctionne dans tel pays et cetera. Donc oui, à titre perso, voilà, j'accumule de la crypto, pour ma retraite tout simplement. D'accord. Mais sinon côté pro, non, non, il est pas j'oriente pas les gens en fait, voilà, si les gens me posent la question, ouais, je quelle crypto il faut prendre, je sais pas, c'est pas compliqué, tu regardes en haut du tableau celui qui est depuis le début. Voilà, si tu veux pas avoir de mauvais tours, pars là-dessus et après, tu te débrouilles quoi. C'est très clair et ouais, effectivement, je rejoins l'aspect troll qui est assez marrant, hein, si on te suit sur les réseaux. D'ailleurs, tous les liens, hein, seront en description, donc n'hésitez pas à aller checker ton travail. OK, super intéressant. Du coup, tu entreprends avec le projet des Marmotoshi, tu fais ce contenu à visée, éducatif, un peu de vulgarisation et saupoudré un peu de troll. Aujourd'hui, tu es full-time là-dessus? C'est-à-dire que les Marmotoshi te suffisent à vivre ou tu as d'autres, voilà, tu fais des missions de consulting? C'est quoi aujourd'hui concrètement ton quotidien? Alors mon quotidien, c'est, j'aime bien faire la grasse mat, non je rigole. C'est pas mal, hein? Non, mais souvent, voilà, on n'arrête pas de blaguer là-dessus parce que ouais, voilà, Doc Marmotte, il dort beaucoup, et cetera. Donc, non, je ne vis pas des Marmotoshi. Les Marmotoshi, s'autosuffisent à faire vivre le projet, ce qui est déjà pas mal quand on voit, l'hécatombe qu'il peut y avoir pour beaucoup de projets. Et non, non, ce qui remplit mon frigo pour l'instant, c'est mes activités annexes qu'on ne voit pas spécialement sur les réseaux et que je ne souhaite pas étendre non plus en public. D'accord, OK, pas de souci. On va revenir quand même sur Marmotoshi parce que forcément, Doc Marmotte, projet Marmotoshi qui a fait beaucoup de bruit, notamment, alors pour ceux qui sont là, hein, déjà depuis 2021-2022. Euh, Honnêtement, sur le Twitter francophone, il y avait très peu de projets NFT qui ressortaient souvent. Et on avait CryptoMask, on aura l'occasion d'en parler, et Marmotoshi qui revenait aussi souvent, hein, que ce soit sur le Crypto Daily, voilà, sur pas mal de comptes. Donc c'est quand même un projet, on en entend parler. Est-ce que tu peux, donc Marmotoshi qui est la contraction entre bien sûr la marmotte et le nom de Satoshi, hein, donc le fondateur de Bitcoin, c'est des NFT qui sont sur la blockchain Ethereum. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'objectif du projet, comment ça marche, tout simplement? Ouais, eh ben, en fait, très simplement, ce sont des tirelires à Satoshi. Donc les Satoshi, ce sont des centimes de Bitcoin, si on peut dire ça de manière très, très vulgarisée. Et voilà, j'ai conçu les premières tirelires de Satoshi. Enfin, quand je dis j'ai conçu, j'ai imaginé dans ma petite tête et je me suis fait accompagner de deux développeurs de renom, donc RPG Max et Necker, qui sont d'ailleurs très actifs aussi sur le CTFR. Et donc, ce sont des tirelires à Satoshi. Donc, ça évolue effectivement sur la blockchain Ether. Et par contre, ce sont des vrais Satoshi. Ce ne sont pas des WBTC comme on peut voir sur Ether un peu partout. Non, non, les Satoshi sont bel et bien hébergés sur la blockchain Bitcoin. Et j'ai inclus un système de rareté évolutive en fait dans les tirelires. C'est-à-dire que, comme une vraie tirelire, quand vous voulez récupérer les satoshi qui se trouvent dedans, eh bien, il faut casser la tirelire tout simplement. Et à chaque fois que vous cassez une tirelire, eh bien, ça permet aux tirelires du même exemplaire d'accumuler du coup plus de satoshi au fil du temps. D'accord, ok. Voilà pour résumer très, très brièvement le projet, comment il fonctionne, quoi. Ok. Donc, concrètement, aujourd'hui, pour peut-être ceux qui nous écoutent ou qui seraient intéressés par le projet, si on veut intégrer les Marmotoshi ou en tout cas se procurer une de ces tirelires, comme tu les appelles, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez sur la Marmoket Place, c'est comme ça qu'on l'a appelé, donc grosso modo, c'est notre marketplace maison. Ok. Et puis, voilà, il suffit d'acheter une marmotte sur le secondaire. Il y en a de temps en temps qui pop à des prix assez intéressants. Alors, c'est pas tout le temps, et en général, quand il y en a une qui pop à prix intéressant, ça va très vite. Donc, je conseille pour les intéressés de limite plutôt placer ce qu'on appelle des bids, c'est-à-dire des enchères. Dire voilà, moi je suis prêt à mettre
0,1 ou 0,12, quelque chose comme ça, d'Ether pour acquérir la marmotte. Plutôt que d'attendre que ça pop, parce qu'en général, quand ça pop, ouais, ça va très 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 vite. OK, ouais, c'est super intéressant parce que j'imagine que plus, la tirelire accumule de satoshi et plus, bah, naturellement le NFT va prendre de la valeur. Donc c'est aussi, c'est un arbitrage en fait à réaliser, pour les détenteurs entre soit casser la tirelire, soit la garder, le maximum de temps pour accumuler un peu ces sats. Moi, la question que je me suis posée quand j'ai lu, enfin voilà, que je suis allé sur le site, que j'ai pris connaissance du projet, euh, c'est déjà d'où viennent ces sats, comment ça se fait que ces tirelires viennent se remplir de manière automatique, en tout cas pour le holder, et pourquoi c'est une tirelire qui vient se remplir en Bitcoin alors que les NFT sont sur Ethereum. Et pourquoi pas des Ethers par exemple qui seraient stackés. Alors, pour les Satoshi, en fait, j'ai un bon plan avec Sam Bankman-Friedman. La bonne idée. Non, je déconne. En fait, les tirelires peuvent être remplis par n'importe qui. C'est-à-dire que le wallet BTC qui héberge en fait du coup les Satoshi dans les tirelires, lui, il est accessible publiquement. Et donc du coup, donc c'est un multisig, il est protégé par plusieurs personnes distinctes et n'importe qui en fait a accès aux clés publiques. On a fait également un tuto en fait pour voilà comment mettre en place un multisig. Et une fois que vous avez en fait mis le multisig en lecture seule, c'est-à-dire que n'importe qui en fait peut surveiller notre portefeuille en temps réel pour Hmm. voir ce qui se passe, ce qui est déposé, ce qui en sort, etc. On a voulu faire ça en totale transparence. Du coup, dès que en fait, le portefeuille est là, il suffit de générer une adresse et n'importe qui en fait peut nous faire des dons. Donc pour le moment, on va pas se mentir, hein, c'est pas tout le monde qui nous fait des dons. Donc au début, on a eu pas mal de dons de personnes qui étaient intéressées par le projet, d'un membre, Monsieur X Garo, qui est très très investi dans le projet, qu'on appelle Marmoto Wild, qui a vendu quelques-unes de ses œuvres en NFT et qui a reversé l'intégralité des dons. D'accord. Et après, en fait, il y a actuellement, donc il y a aussi d'autres petites sources, hein, genre les projets qui passent en AMA chez nous, et en fait, ils versent quelques satoshi en fait dans la tirelire. Euh, on a aussi des systèmes de liens de referral. Donc à chaque fois qu'on récupère en fait un petit peu de sous au niveau des referrals, et en fait c'est reversé dans les tirelires. Et pour l'instant, le gros du morceau, en fait c'est tout ce qui vient de la DeFi, c'est-à-dire que 90% de ce qui a été récupéré lors du mint a été déposé dans la DeFi. Tous les holders ont accès, pareil, au portefeuille qui manage tous les fonds qui se trouvent dans la DeFi, et ça permet de faire vivre le projet. Donc, de payer un petit peu les modos qui animent, de créer diverses animations, etc. Et on s'en sert également aussi pour faire des dons en fait dans la tirelire chaque mois. C'est-à-dire qu'avec ce qui est généré dans la DeFi, ça nous permet aussi de faire des dons dans les tirelires. Et il y a un deuxième aspect aussi qui est très important, c'est l'aspect ludique, donc la partie transparence. Donc en fait, il y a toute une partie DeFi où on est là en fait pour expliquer un petit peu la DeFi, comment ça fonctionne, quels sont les principes de base, la liquidité concentrée, les AMM, les bridges, comment on s'en sert, enfin les bonnes pratiques en matière de sécurité, etc. Et du coup, ça permet en fait, il y a plein de personnes qui sont dans la crypto, mais ils ont juste de la crypto sur les exchanges, ils sont intéressés par la DeFi, par contre, voilà, on voit des hacks dans tous les sens, etc. Ça fait un petit peu peur. On voit je sais pas combien de wallets, il y a des systèmes d'autorisation, il y a des tokens, il y a des coins. Enfin bref, c'est un peu le brouillard pour certains. Et du coup, on est là en fait pour accompagner toutes les personnes qui veulent commencer à mettre un petit pied dedans, à expérimenter la chose, etc. Et pour l'instant, ça marche plutôt bien. On a pas mal de petits curieux qui se lancent tout doucement avec des petites sommes, hein, parce que voilà, forcément, on invite toujours à la sécurité, à la prudence. Hmm. Et ça leur permet aussi d'avoir du coup le wallet en vision en temps réel pour à chaque fois qu'on fait une opération, on explique pourquoi on a retiré les fonds de cette pool pour les basculer sur une autre pool, ou pourquoi on les a mis en lending, etc. Enfin bref, on explique à chaque fois la stratégie qu'on met en place, le pourquoi, le comment, pourquoi on diversifie de cette manière et pas de cette manière. Enfin bref, c'est vraiment tout un aspect éducatif sur la DeFi qui est en place et qui permet de voir aux gens en fait ce qu'on est capable de générer en Satoshi pour le projet,
bah, eux, du coup, en fait, en tant que holder, ils y ont accès et ils peuvent le faire pour eux-mêmes aussi, en fait. OK, ça c'est super, super intéressant parce que c'est vrai que quand on débute ou même qu'on n'a pas forcément, le temps, alors peut-être tu vas me contredire en disant que, bah, finalement la DeFi quand c'est bien géré, c'est pas forcément très chronophage, mais c'est vrai qu'on est très majoritairement, soit voilà, on va stocker des cryptos sur des exchanges, soit, sur sa ledger, on va faire du DCA un peu classique, mais on va pas forcément chercher à faire, fructifier, ces cryptos actifs et donc il y a toute cette partie DeFi qui peut sembler un peu obscure et qui mérite, ouais, c'est super que vous puissiez proposer comme ça des accompagnements, des bonnes pratiques entre guillemets pour initier les gens là-dessus. Et puis voilà, si ça permet aussi de générer des rendements, c'est toujours très cool. J'ai vu aussi du coup que tu faisais des amas chez voilà dans plusieurs communautés, notamment les cryptomasques. Et j'ai remarqué aussi sur le site web que les cryptomasques étaient whitelist pour les Marmotoshi. Donc sûrement qu'ils avaient des prix préférentiels pour acquérir les NFT au lancement du projet. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer le lien que tu as avec les cryptomasques et voilà et comment tu en es arrivé en fait à voilà, en faire des partenaires finalement pour ce projet. Ouais, bien sûr. Bah, en fait, je suis en relation avec Matt, donc le fondateur des Cryptomasques, bah, depuis un bon moment maintenant. Et au début, bah, j'ai quand même fortement participé au projet des masques. J'animais un petit peu tout ce qui était partie AMA que les masques organisaient. J'ai aidé un petit peu, en fait, bref, on a créé, on a participé tous ensemble un petit peu à cette mise en place des masques. Et bah, qui dit avoir un projet, dit aussi avoir un Discord. Et bah voilà, créer un Discord, on voit qu'il y a pas mal de hacks, il faut créer une communauté sur le Discord, etc. Et je me suis mis un petit peu à la place des utilisateurs. Euh, Bah, moi, en tant qu'utilisateur, par exemple, je suis plusieurs projets et du coup, bah, ça implique d'être sur différents Discord. Et à chaque fois, il faut suivre, enfin, il faut basculer d'un Discord à l'autre, c'est pas toujours top, top, top. Et je me suis dit, bah, en fait, Matt a déjà créé une communauté qui est super, qui est en or, qui est remplie de bienveillance. Il a un Discord qui fonctionne bien. On est plusieurs à gérer la partie sécurité dessus. C'est quand même plutôt convivial. Il y a pas des scammers qui déboulent. Enfin, si, il y en a toujours qui déboulent, mais ils font pas long feu, quoi. Je veux dire, en moins de 2 minutes, ils se font dégager par un des gardiens. Et je me suis dit, bah, plutôt que de créer un Discord, de bah, devoir gérer toute la partie administration, etc., d'avoir quelqu'un en fait qui s'occupe de toute la partie admin technique, etc., de recréer une même communauté, de faire des doublons en fait, parce qu'il y a aussi des alertes de sécurité, etc. Enfin, il y a plein de channels qui sont super utiles au quotidien. Déjà chez les masques, je me suis dit, bah, plutôt que de faire des doublons en fait de contenu, autant si possible s'intégrer directement chez les masques, étant donné qu'il n'y avait pas besoin pour l'instant de plein de channels en fait pour les marmottes. Donc j'ai tout simplement proposé à Matt de savoir s'il était prêt à nous héberger en fait sur son Discord. En échange, on lui filait toutes les royalties en fait générées sur le marché secondaire. Et bien entendu, Matt a très généreusement accepté. Et les Marmotoshi, du coup, sont incubés, si je puis dire, chez les cryptomasques depuis le début. OK. Ouais, c'est assez rare ça, parce que c'est vrai qu'on a toujours ce truc sur Discord qui est très bien, hein, sur l'aspect communautaire, ça crée vraiment des communautés très engagées. Mais on voit que, ben oui, un projet égale un serveur. Et donc, tu te retrouves, surtout si tu t'intéresses beaucoup à ce milieu-là, que tu veux suivre pas mal de trucs, tu as 40 000 onglets ouverts, je sais pas combien de notifications, et tu peux rapidement être submergé d'infos. Et effectivement, ça peut venir aussi fractionner et faire éclater complètement les communautés, parce que bah, tout le monde ne peut pas être partout à la fois. Et les cryptomasques, je trouve, à voir ce que tu en penses, hein, mais je trouve que c'est un très bon exemple de NFT qui sont à la fois, il y a une dimension artistique quand même, mais il y a aussi ce côté communautaire et utilitaire. Voilà, donc ça fédère une communauté derrière cette collection, mine de rien. Et en plus, il y a le côté utilitaire. En l'occurrence, les Marmotoshi sont incubés chez les masques, donc ça a permis d'apprendre des choses, ça a permis d'avoir de la mise en relation et ça peut être très utile pour le côté entrepreneuriat.
Et j'ai l'impression, alors moi je suis pas du coup détenteur d'un masque, mais il paraît que voilà, si on a envie de lancer un projet, il y a une communauté très bienveillante avec des compétences différentes, et donc on peut aller chercher, on peut poser des questions pour apprendre dans des domaines où on a peut-être un peu plus de lacunes. Du coup, c'est aussi l'expérience que tu as. Tout à fait, clairement, hein, après même si vous n'avez pas de masque, si vous déboulez sur le Discord, que vous avez des petites questions et cetera, il y aura toujours plein de bonnes âmes bienveillantes qui viendront vous répondre, vous filer des tutos à droite, à gauche et cetera, vous aiguiller. Ouais, c'est clairement Matt, il a mis en place quelque chose de, bah, pour moi, c'est la référence de la bienveillance, hein, sur le CTFR au niveau communauté. Hein, je pense en plein bear market, ils étaient toujours en train de briller, etc. Mm. Et du coup, ouais, c'est pour ça que bah, j'ai choisi de me mettre là, hein, parce qu'on était déjà très bien entouré et ça servait à rien de partir autre part, de faire un truc dans notre coin. Autant rester avec tout le monde dans la bonne ambiance. Il y a la petite partie terrier, parce que bah, voilà, on n'est pas le même projet non plus, mais on a, on va dire, une grosse partie de holder en commun, quoi. Ouais. Ouais, et puis ce qui est sympa, c'est qu'on sent que tu voilà, as cette envie aussi de rester sur certaines communautés, sur certains projets. Je prends l'exemple peut-être d'autres créateurs de contenu, où on va quasiment avoir un projet différent chaque jour. Ça part un peu dans tous les sens, et c'est vrai que l'écosystème est très actif. Alors en ce moment, beaucoup moins, hein, en plein, voilà, sur cette période très flat, mais il y a des fois où ça part un peu dans tous les sens. Il y a des projets qui apportent plus de valeur que d'autres, plus de spéculation que d'autres. Et alors après, tu m'arrêtes, hein, si je me trompe, mais en regardant un petit peu les contenus que tu proposais, on sent que quand même, voilà, tu restes sur des bases solides, ou en tout cas sur quelques projets qui t'inspirent. Pareil pour les cryptos, hein, voilà, les marmottes en Bitcoin. Tu as fait l'allusion au début de ce podcast, que voilà, il fallait prendre la crypto euh, qui reste au top, hein. Donc effectivement, encore une fois, Bitcoin, qui est peut-être la valeur sûre dans cet écosystème. Malgré tout, est-ce que tu as quand même des projets, un peu comme les cryptomasques peut-être, projets NFT ou même des projets crypto, pourquoi pas, qui t'inspirent, ou sur lesquels tu as un bon feeling peut-être pour la suite? Alors, en projet NFT, il y a la Crypto Academia. Donc, eux, ils font en fait, grosso modo, tous des cours basés sur l'ensemble de l'écosystème crypto, qui se démènent plutôt pas mal, qui sont sympas, avec qui on a des bonnes relations aussi, hein. Donc, c'est pareil, ça gravite autour de l'écosystème des masques. On est tous ensemble, très liés, etc. On se partage beaucoup d'infos. En projet crypto, euh, je vais pas mentir, je commence tout juste à en rechercher un petit peu des nouveaux. Sinon, on va dire, de ce qui est resté vivant depuis 2021, j'aime bien le projet ANKR, en fait, qui permet grosso modo, c'est une espèce de cloud pour toute la partie Web3. Donc ça permet en fait de déployer des nodes en quelques clics. Donc, pour monsieur tout le monde, ça ne sert pas à grand chose, mais pour des développeurs, c'est quand même plutôt bien utile. D'accord. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme projet encore après, il y a les grandes références que j'attends de voir voir un petit peu ce que ça va donner. Donc, Cosmos, donc tout ce qui est interopérabilité de blockchain. Euh, L'écosystème commence à bouillonner tout doucement. J'attends de voir un petit peu ce que ça va donner, mais ça commence à être sympathique. Hmm. Avax aussi, avec ses systèmes de sous-réseau qui est assez sympathique. Après, en grand projet DeFi, bah, il y a toujours forcément AV, Curve, même s'ils se sont fait tamponner avec les derniers hacks, etc. Je pense qu'ils ont quand même mis en place le système de stable swap, hein, qu'ils ont mis en place. C'est-à-dire qui permet de limiter le slippage, contrairement aux AMM. Je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails techniques, je ne vais peut-être pas faire un cours de vulgarisation en direct, mais enfin bref, c'est des protocoles qui sont quand même assez solides. Il y a toujours le leader, hein, qui a commencé à lancer les AMM, Uniswap. Oui. Alors attention, je tiens tout de suite à préciser quelque chose. Quand je parle de protocole, je ne dis pas que leurs tokens, ils sont bien. Clairement, j'apprécie énormément Uniswap, par exemple, qui propose des grosses poules de liquidité, etc. Je m'en sers à titre perso, pour placer des poules de liquidité. Par contre, leur token, j'en ai strictement rien à faire. Hmm. Voilà.
je préfère le dire, parce que souvent il y a des personnes qui se disent: «Ah, ce projet-là, il est bien, Doc il en a parlé et tout, ça a l'air de bien fonctionner et tout, on achète le token». Non, voilà, c'est si le projet t'intéresse, que tu as envie de t'en servir, certain, mais si le token, sert juste à gouverner, mais que tu as pas envie de voter, achète pas le token, ça sert strictement à rien, quoi. Mmh. Après, voilà, si les gens veulent faire de la spéculation, libre à eux, hein, ils sont majeurs et vaccinés. Mais moi, voilà, je m'oriente vraiment sur l'utilité du protocole. Après, c'est toujours bien quand un protocole a une bonne mécanique et pour son fonctionnement et pour son token. Limite, quand les deux sont liés, c'est toujours bien. Mais les trois quarts du temps, pour l'instant, ce qu'on a vu, ce qui est sorti, ils sortent un token, surtout histoire de lever des fonds, on va pas se mentir, hein. Et après, bon, la gouvernance, c'est pas non plus un aspect à négliger, Mmh. mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes, ils s'en servent pas pour gouverner le protocole et ils voient pas que détenir une partie des tokens, c'est aussi détenir une partie de la trésorerie d'un protocole, etc. Et souvent, ils font juste joujou avec en fonction des bougies vertes et des bougies rouges, quoi. Ouais, ouais, beaucoup de spéculation et ouais, et prendre en compte l'utilité, des protocoles et pas forcément l'associer à chaque fois à un token. OK, ça marche. Je note. Alors tu pas trop, peut-être pour les personnes qui nous écoutent et qui sont plus habituées à être sur certains projets, à être confrontées aussi à certaines blockchains, hem, qu'est-ce que tu penses un peu, surtout en période qui est très flat et on sent qu'on les gens aussi ont envie de revenir un peu aux fondamentaux, il y a de la méfiance, donc on entend beaucoup de Bitcoin, on entend beaucoup d'Ethereum. Hem, Qu'est-ce que tu penses par exemple de Solana, de Polygon, heu, voilà de ces couches-là, ou de ces blockchains pardon, pour toi quel avenir peuvent-ils avoir et est-ce que tu penses pas qu'il y a aussi un écrémage qui va se faire au fur et à mesure et avec le on va dire l'écosystème qui va devenir de plus en plus, mature forcément? Alors, je vais pas me prononcer sur l'avenir de ces blockchains, je vais plutôt raconter une anecdote. Moi, quand je suis rentré dans les cryptos, donc comme je vous l'ai dit au début, je suis rentré par la voie de la technique et je suis tombé sur le projet Peercoin. Donc, je pense que ça parle déjà plus à personne, ce projet-là. Si vous êtes arrivé en 2017, 2020, bref, c'est un projet qui est dans les limbes maintenant. Et le projet Peercoin, en fait, grosso modo, c'était du proof of work et du proof of stake en même temps. Et je me suis dit, mais waouh, ça c'est vraiment top et tout. Enfin, pour moi, j'ai les yeux qui brillaient quand j'ai vu comment ça fonctionnait et tout. Je me suis dit, vraiment, innovation technique au top, etc. Et ben voilà, on ne sait pas ce qu'il est devenu ce projet. Il est mort. Et pourtant, techniquement, pour moi, il était super, etc. Et voilà, il est mort. Donc après, on peut prendre d'autres projets qui, on se demande ce qu'ils apportent à l'écosystème, il n'y a rien de décentralisé, etc. Mais pourtant, ils sont toujours là. Et voilà, on peut pas vraiment dire l'avenir de tous ces protocoles. Je pense que ça dépend il faut jamais sous-estimer la partie marketing d'un protocole, mais c'est toujours on va dire un curseur à placer entre la partie marketing et la partie fondamentale du projet, quoi. OK, ouais. Oui, c'est clair qu'il y a aussi une part de marketing et de communication, hein, autour des protocoles. Après, voilà, à voir sur le long terme, peut-être que comme tu dis, il y a une histoire de curseur et peut-être qu'un jour le fondamental pourra, rattraper certains qui ont peut-être quelques lacunes ou en tout cas quelques points d'amélioration qui peuvent être apportés par d'autres protocoles effectivement. Du coup, pour rester dans cette thématique, pareil, hein, dans la mesure de ce que tu souhaites bien nous dire. Aujourd'hui, ton portefeuille crypto, il ressemble à quoi en termes de peut-être de répartition? Voilà, comment tu t'organises en fait, sur cette partie? Euh, alors, c'est le genre de choses que je ne partage pas, mais je vais quand même essayer de vous lâcher un petit teaser. Euh, À t'entendre un petit peu, t'exprimer sur ce podcast, on a quand même l'impression très très Bitcoin quand même. Heu, Ouais, mais alors, pour revenir à un petit point, qui est en lien aussi du coup avec la manière dont j'ai créé les Marmotoshi. BTC pour moi, c'est la réserve de valeur et par contre, en fait, tout ce qu'on est en train de voir arriver sur BTC, les BRC20 là, avec les trucs des ordinals et cetera, pour moi ça n'a rien à foutre sur Bitcoin.
tout D'accord. simplement. Je veux dire, on a Ether, en fait, entre Ether et BTC, c'est deux propositions de valeur complètement différentes. Il y en a un qui est là pour la réserve de valeur. On peut même actuellement encore l'associer à la monnaie. Après, s'il commence à s'envoler dans les tours, je pense que ce sera difficile de s'en servir comme monnaie. Mais pour l'instant, ouais, on peut s'en servir comme monnaie avec du Lightning ou même du on-chain. Hein, par moment, ça coûte pas non plus si cher que ça de faire un transfert de BTC. Et Ether, pour moi, en fait, c'est tout ce qui est Turing complète. Donc, grosso modo, c'est les smart contracts, c'est-à-dire pouvoir programmer ce qu'on veut. Donc, c'est ce qui a permis de donner naissance à la DeFi, au NFT, etc. Enfin, voilà, c'est vraiment deux mondes bien distincts pour moi. Et donc, grosso modo, ce sont les deux piliers hein, qui font avancer l'écosystème. La DeFi a commencé à prendre de la valeur quand les wrapped BTC sont arrivés. Donc, grosso modo, c'est Bitcoin qui a donné de la valeur à la DeFi. Et en retour, c'est aussi la DeFi qui a donné de la valeur à BTC parce que plus il y a eu de tokens dans tous les sens qui sont apparus avec la DeFi, plus le BTC a également pris en valeur parce que en fait, c'était la valeur refuge quand les tokens commençaient à tomber, etc., la majeure partie des personnes ont retransformé les tokens qu'ils avaient soit en Ether, soit en BTC. Et en fait, on va dire que les plus anciens ont plus tendance à transformer en BTC qu'en Ether. D'accord. En fait, c'est juste une question, vous regardez la dominance du BTC. Actuellement, on est à plus de 50%. Donc, ça veut dire que BTC représente plus de 50% de la capitalisation de tous les dollars ou les euros, enfin bref, vous le dites en la monnaie fiat que vous voulez, qui se trouve dans les crypto-monnaies. Donc, il y a, je sais pas, je dirais à la louche comme ça, il doit y avoir 7000 cryptos, un truc dans le genre, quoi. Je regardais en live sur un exchange. Il y en a plus de 10 000 actuellement. Et donc, il y en a une seule qui représente à elle toute seule 50% de la capitalisation. Et le deuxième Ether qui doit représenter quelque chose comme 15 ou 20%, je crois, de tête. Quoi. Ouais, donc ça veut quand même dire quelque chose. Ok, ouais, donc Bitcoin comme réserve de valeur. C'est marrant aussi cette réflexion par rapport à la monnaie. Est-ce que c'est une question qui se pose beaucoup? Est-ce qu'on peut toujours considérer Bitcoin comme une monnaie ou plutôt comme voilà ou comme un actif, une réserve de valeur? C'est un peu complexe. Après, est-ce que le cours aussi des cryptos, ce qui s'est passé, le dernier bull run, là aujourd'hui on est sur une période un peu flat, il y a un peu de l'attente vis-à-vis du halving. Pareil, ça j'aimerais bien avoir ton avis sur ce fameux halving parce que j'ai l'impression que tout le monde en parle, mais je le sens mal aussi, enfin je le sens mal. Il n'y a pas de mal ou bien, mais j'ai l'impression que parce que tout le monde en parle, il va jamais être aussi extraordinaire que ce qu'il a annoncé. Euh, et est-ce que toi, du coup, par rapport à ces cycles, tu as dû en connaître du coup quelques-uns hein, depuis le temps que tu es dans l'écosystème. Est-ce que ça t'a peut-être fait changer d'idée sur certaines cryptos, changer peut-être de stratégie d'investissement sur Bitcoin ou sur d'autres crypto-monnaies, ou quand même, voilà, tu gardes quand même une stratégie, on va dire, qui est un peu toujours la même, tu t'intéresses toujours de la même façon, ou est-ce que ça aussi, ça peut affecter ton comportement comme certains qui nous écoutent, hein, qui parfois peuvent même être dégoûtés de la crypto parce qu'ils ont investi en plein bull run et après ça se pète complètement. Voilà, quel a été un peu ton comportement par rapport à ça? Alors, clairement, mon comportement, il est un petit peu comme le marché, il évolue, en fait, tout simplement. Parce que garder une stratégie fixe dans un marché qui est en constante évolution, c'est pas non plus la meilleure des stratégies. Donc ouais, mon comportement il évolue. Après, on va dire que les bases restent. J'ai toujours un management du risque qui est quand même assez propre, si je puis dire. Donc on va dire que les grandes bases restent les mêmes, mais par contre, ouais, il y a quand même pas mal d'évolutions en fait sur les petites mécaniques que je peux mettre en place, etc. Au fur et à mesure du temps. Hmm, d'accord. Peut-être pour changer aussi d'aspect sur la Ah, partie. Ouais. ouais, excuse-moi, je vais revenir rapidement en fait sur la partie halving.
Oui, Où tout à tu me fait. disais que voilà, beaucoup de monde attendait des choses dessus. Donc, par attendez, on va parler franchement. Tout le monde s'attend à ce que les prix s'envolent, etc. Faut bien faire un petit point là-dessus. C'est que en 2021, on a été submergé de monnaie magique de la part de toutes les banques centrales, ce qui a créé derrière une inflation phénoménale que tout le monde connaît actuellement. Et là, tout ça, il y a quand même pas mal d'argent magique qui a commencé à être détruit. Donc là, l'argent, ça se crée, ça se détruit hein, au niveau monnaie fiat. Là, il va y en avoir, enfin, je doute qu'il y en ait autant qui soient déversés sur les marchés. Enfin, en même temps, s'il y en a autant qui sont déversés sur les marchés, si vous ne savez pas sur quoi faire un DCA, faites un DCA sur les boîtes de conserve, parce que les prix de l'alimentaire vont juste littéralement s'envoler derrière. Euh, et côté marché financier, donc oui, je pense très probablement qu'on va de nouveau avoir un bull run hein, quand on voit tous les institutionnels là, qui commencent à courir autour, etc. Par contre, il faut juste se rappeler une seule chose. Sur les marchés financiers, l'objectif, c'est de prendre l'argent aux autres. Quand on vous dit « Ah, j'ai gagné de l'argent », non. Sur les marchés financiers, on ne gagne pas de l'argent, on le prend aux autres. C'est comme, il faut voir ça comme une table de poker. Vous avez déjà vu des personnes qui s'assoient tous à une même table et qui ressortent tous avec plus? Non, ça n'existe pas. Il y en a toujours qui ressortent avec rien et d'autres qui ressortent avec un plein les fouilles. Et ben, les marchés financiers, c'est exactement la même chose. Donc, les infos, etc., dites-vous qu'il y a toujours des personnes qui sont un petit peu au courant avant les autres des informations quand elles sont publiées, etc. Et qu'il y a toujours moyen de manipuler plus ou moins les marchés. On a vu qu'il y a eu des manipulations sur le marché de l'or, donc le marché de l'or qui est quand même gigantesque. Ce marché-là a réussi à se faire manipuler, donc je vous laisse imaginer pour le marché des cryptos et autres. Ouais. Ouais, il peut y avoir du délit d'initié, il peut y avoir les whales aussi qui peuvent mettre en place des manipulations de marché, surtout quand on est sur des volumes comme cela. Donc, ok, ouais. Donc, avoir ce fameux halving, je te pose cette question parce que quand on voit un peu sur les réseaux, alors après, pas ceux forcément qui s'intéressent à la technique ou aux nouveaux projets qui sortent, mais il y en a certaines, tu sens que c'est juste le halving qui les tient encore dans le, dans le monde crypto, quoi. C'est-à-dire, on sent que là, on accumule un peu, ou en tout cas, on fait plus rien, mais on continue à voir ce qui se passe. Et si au prochain halving, il se passe pas un truc, bon, allez, je sors de là, quoi. Et donc, c'était intéressant d'avoir ton avis, ouais. Ouais, ouais. Clairement, le but des marchés, des whales, etc., c'est de faire lâcher les mains faibles. Hmm. Enfin, je veux dire, c'est toujours une question de patience. En fait, les plus patients sont les plus récompensés en général sur les marchés financiers. Ok. Ouais, donc vision aussi long terme et ça marche. Ça fait aussi allusion, ouais, tu as dû le voir, le tweet là qui est sorti sur le master en sociaux. Ou, Ouais, 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 ça m'a un peu saoulé, quoi. J'ai quitté Twitter pendant une demi-journée, quoi. Ah ouais, je pense que, en fait, quand tu as des personnes comme ça, même si on pense leur répondre en faisant bien, en fait, toutes les réponses qu'on donne, bah, en fait, ça met cette personne-là en lumière. Je veux dire, autant les laisser dans le noir, on voit, enfin, on regarde un petit peu les commentaires, on voit une ou deux personnes qui ont répondu intelligemment, on voit que ça répond de la merde derrière, si je puis dire. Ça sert à rien de continuer à essayer de répondre. Enfin, on voit tout de suite l'objectif de la personne. La seule chose que j'ai tweeté, c'est en fait, avec BTC, il y a deux manières de briller. Soit on en parle de manière intelligente, on ouvre des débats, etc. On explique comment ça fonctionne. Soit on dit de la merde, et en fait, tout le CT nous tombe dessus pour essayer de nous tacler. Et au final, c'est nous qui brillons le plus, quoi. ouais, tout à fait. Puis il faut un peu s'occuper en cette période morose, donc ça vient mettre un peu d'animation. Ouais, ouais, j'avoue que je comprends que les personnes n'aient plus grand chose à se mettre sur la dent niveau occupation en ce moment. Euh, faut créer des concepts, faut amener des petites idées, tout ça, sympa. On Mm. attend que ça. Et du coup, quand on parle aussi plus largement de décentralisation, tu l'as dit, tu es créateur de contenu, tu vulgarises, tu fais des vidéos, tu fais des posts et ainsi de suite. Donc tu es sur Twitter, mais tu es aussi sur Theta TV. Alors je connais pas trop. J'étais. Ah, Jusqu'il y a quelques jours, j'étais.
Ah, ah, OK. Est-ce qu'il y a une petite anecdote, là-dessus? Non, non, mais en fait, effectivement, j'aimais bien le projet Theta TV. Ça permettait de décentraliser un peu le contenu, sauf qu'ils ont fait une espèce de mise à jour il y a de ça une semaine, hein, quelque chose comme ça. Et en gros, ils ont modifié complètement leur manière de fonctionner. Tout le contenu que j'avais dessus a littéralement sauté, comme tous les autres. D'accord. Et voilà, donc du coup, il y a plus de Theta. Je suis actuellement en recherche d'une alternative, mais ouais, tout le contenu qui était sur Theta et que j'avais pas encore basculé sur YouTube, du coup, il est en cours de bascule là, actuellement, parce que malheureusement, ça reste un petit peu la plateforme mère, hein, pour les personnes qui souhaitent regarder des vidéos, etc., quoi. Ouais, ça reste quand même plus grand public et oui, bien sûr que les plateformes décentralisées. J'y suis jamais allé encore. Je sais pas s'il en existe d'autres, mais on entend quand même pas mal parler de ces plateformes où tu peux poster du contenu, alors soit du texte, soit de la vidéo ou des images de manière décentralisée, avec aussi un système de rémunération pour les auteurs. Euh, Est-ce que du coup, comment ça fonctionne en fait concrètement? C'est-à-dire d'où vient cet argent qui permet de te rémunérer? Alors, ça dépend un petit peu des différentes plateformes. Et malheureusement, j'ai envie de dire qu'ils n'ont pas encore trouvé la solution miracle, parce que toutes celles que je connaissais, donc j'en avais une autre qui a fermé un peu plus tôt dans l'année, tac, 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 qui s'appelait Earneo. Donc eux proposaient un système en fait basé un petit peu sur la même manière que YouTube, mettre des pubs, sauf que en fait les personnes qui voyaient les pubs étaient récompensées via un token et qui pouvaient redonner en fait aux créateurs de contenu derrière. Ils ont pas tenu, hein, ils ont fini par tomber aussi. Il y avait Odyssée, mais Odyssée, je crois qu'ils se sont pris la sec sur le dos. Je crois que ça patauge depuis un bon bout de temps maintenant. Je suis pas retourné voir ce que ça donnait. Euh, je crois que j'avais entendu parler de D-Tube ou Pierre-Tube. Eux, j'ai pas étudié leur fonctionnement. Mais bref, pour l'instant, je pense qu'il y a pas encore de plateforme qui ait trouvé la solution miracle pour être rentable. Et voilà, on s'attaque quand même à un mastodonte, hein. Et Ouais. je le vois, genre quand j'ai basculé mes vidéos de Theta sur YouTube, en une journée, j'ai fait le nombre de vues que j'avais fait en un an sur certaines vidéos Theta, quoi. Donc Et ouais. voilà. Et ouais, Ça, t'as pas le même nombre de viewers sur la plateforme, pas le même, du coup, pas du tout le même référencement qu'un Google, donc ouais, ça a pas la même portée pour le moment en tout cas. ouais, ouais, tout à fait. Ok, Après, donc par contre, en contenu décentralisé qui remplace, enfin, qui tend à remplacer un petit peu Twitter, il y a Nostr. C'est en oui, fait un système de réseau un petit peu décentralisé. Donc c'est pareil, on peut poster un petit peu des messages, etc. Sauf que en fait, le réseau n'appartient à personne. En fait, vous postez vos messages via ce qu'on appelle des relais. Et ouais. en fait, tous ces petits relais relaient vos messages aux personnes du coup qui sont abonnées au même relais et ça vous permet de communiquer, etc. Et vous avez également la possibilité aussi de bloquer des personnes, enfin voilà, il y a un petit peu toutes les fonctionnalités qu'on retrouve. Ça continue de se construire gentiment, il y a quand même pas mal de fonctions sympathiques. Donc voilà, les personnes qui connaissent pas encore, n'hésitez pas à aller vous renseigner un petit peu sur Nostr. Ça commence à vivoter tout doucement et c'est plutôt sympa comme expérience, quoi. Ouais, du coup, t'as un bon retour, l'interface est sympa et ouais, t'arrives Ouais, à développer. en fait, il y a plusieurs clients, contrairement à Twitter où voilà, il faut passer par Twitter. Là, Nostr, en fait, c'est vraiment un protocole à la base, et il y a plusieurs clients en fait pour se connecter dessus. Et donc, d'un client à l'autre, il y en a, ils vont préférer tel client parce que l'interface elle est plus conviviale. Il y en a, ils vont préférer telle autre interface parce qu'elle offre cette option-là qui n'est pas disponible sur l'autre client, etc. Mais bref, tout ce petit monde-là est en train de se créer au fur et à mesure. Et ouais, c'est assez intéressant. Je commence à poster un petit peu plus dessus. J'ai découvert d'ailleurs qu'on pouvait faire des espèces de space Twitter aussi dessus. Et c'est D'accord. super fluide. Il y a pas d'inscription, il n'y a rien, pas de login, pas de mot de passe. Paf. On arrive, on se connecte, on peut parler avec les gens. C'est plutôt sympathique, quoi. Ok, ouais, bah écoutez, ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller checker. Moi, il faudrait que j'aille faire un tour. C'est vrai qu'on a eu à une période tout le monde qui lâchait
alors je sais pas ce que c'est, si c'est une adresse quoi de profil sur Twitter en voyant en cascade comme ça. Et bon, j'ai l'impression que ça s'est un petit peu calmé, mais du coup, ouais, si l'interface est sympa et que ça se développe petit à petit, ça vaut le coup d'aller s'y intéresser et de voir un peu ce que ça donne, carrément. Ouais. Surtout pour ceux qui commencent, quoi. Faut vous dire qu'en général, quand on arrive le premier quelque part, on a tendance à driver en fait le reste du monde qui arrive derrière, quoi. Hmm. Les premiers youtubeurs, je sais même pas ce qu'ils font encore comme contenu, mais ils ont encore toujours des millions de vues, juste parce qu'ils étaient là au début, quoi. Ouais. Et c'est un petit peu comme ça que ça marche partout. Si on regarde les cryptos, BTC c'était là le premier et il est toujours le premier, quoi. Tu penses qu'on peut avoir des applis un peu comme ça décentralisées, Nostr ou pour du post de vidéo aussi, qui seraient capables un jour de détrôner des gros centralisés qu'on connaît? Euh, Ça, malheureusement, je pense que ça viendra par la censure. Parce qu'actuellement, en fait, on va pas se mentir, hein, c'est des mastodontes pour les faire boucher. Enfin, tu peux réussir à driver un petit peu de monde, mais à détrôner, c'est comme un très grand mot pour dire ça pour des applications décentralisées. Je pense que le jour où la censure va commencer à augmenter, etc., il y a de plus en plus de monde qui se tourneront à ce moment-là vers les contenus décentralisés, quoi. Ouais, des solutions alternatives, ouais, ou alors voilà, quelques scandales ou quelques problèmes. Ben justement, le Nostr, ça avait pris, si je me souviens bien, c'était le moment où Elon Musk il avait annoncé que Twitter allait devenir payant ou quelque chose comme ça. Et je crois que du coup, ça avait quand même entraîné cet exode un peu là de pas mal d'utilisateurs vers des solutions alternatives comme Nostr. Donc ouais, ça peut être de ce type de situation où la censure qui pourrait faire des bascules assez importantes. Ouais. D'accord. Ouais, Euh, un petit peu comme Pardon. le minage en Chine, en fait, hein. Il y a beaucoup de mineurs qui sont sortis de la Chine à partir du moment où la Chine s'est mise à taper un peu plus fortement sur les mineurs. Et ben, les mineurs, ils sont déménagés, ils sont partis dans d'autres pays et ça, on va dire, réaméliorer, on va dire, la décentralisation du réseau, quoi. Hmm. Ouais. Eh oui, oui. D'accord. Ben, et Dog Marmot, on arrive déjà quasiment au terme de cette petite heure de podcast. Dernière question que j'ai l'habitude de poser à tous les invités. Euh, Selon toi, c'est quoi les deux top expériences ou apprentissages que tu as eu sur le Web3, ça peut être les crypto-monnaies, les NFT, depuis que tu es dans cet écosystème, qui ont été les plus enrichissantes pour toi? Si tu devais classer les deux meilleures expériences ou apprentissages que tu as eu depuis le début. Euh, Ça peut être une erreur aussi, hein, qui est du ouais, coup. ouais, mais en fait, en fait, c'est souvent des erreurs, hein, qu'on apprend. Je pense que la première, celle dont j'ai parlé tout à l'heure, le Pierrecoin. Donc pour l'anecdote, en fait, j'avais revendu, parce que quand j'en avais acheté à l'époque, ça s'était un petit peu enflammé pendant le bull. J'avais revendu en fait tout ce que j'avais investi initialement. Donc j'avais juste récupéré ma mise de départ. Et j'étais tellement amoureux du token, si je puis dire, enfin du coin, que j'ai tout holdé. Et puis, quand j'ai vu ce qui restait quelques années après en rouvrant mon wallet, j'ai même pas cherché à essayer de rouvrir le wallet, quoi. Voilà, j'ai tout jeté. Donc, c'était ma première expérience, ne jamais tomber amoureux d'un coin, etc. Enfin, surtout quand il y a une partie financière en jeu dedans. Deuxième expérience, je pense que c'est l'ouverture d'esprit sur les réseaux. Euh, En fait, il y a plein de personnes avec qui j'étais pas spécialement d'accord. Et on est parti limite en conflit du départ. Et au final, on s'est aperçu qu'il y avait quand même des qualités chez l'un, chez l'autre. Et donc, ne jamais hésiter à échanger sur n'importe quel sujet, mais toujours de manière courtoise. Ça sert à rien de s'enflammer, etc. Il faut toujours écouter les arguments qu'on nous oppose, prendre de la réflexion, en fait, prendre du recul sur ce que nous on pense. Et je pense que c'est la meilleure manière de se construire un bon mindset, d'avancer, d'avoir du recul, d'avoir une vision d'esprit assez large. Et ouais, ça, je pense que ça a été la meilleure expérience. Enfin, j'ai plein de personnes avec qui maintenant j'adore parler, donc que ce soit
mon acolyte de toujours, from zero to 10K, Cryptomat, notre vieux grincheux expert en cybersécurité, monsieur Frédéric Ocana. Enfin bref, je pourrais en citer plein comme ça. On n'est pas toujours d'accord. Moi, j'aime bien comparer en fait le Web3 à un village de Gaulois. En fait, quand il y a les régulateurs, quand il y a les poncifs, etc., on est tous unis. Ouais, pas de problème, on est tous unis pour les renvoyer chez eux, pour leur dire qu'ils ont tort. Moi, le reste du temps, quand ils sont pas là, on passe notre temps à se taper dessus. Mais c'est dans la bonne humeur. L'image est très bonne, ouais. Puis c'est vrai que comme c'est un écosystème, alors c'est ton premier point aussi, ta première expérience, c'est le côté émotionnel parfois qui est impliqué, soit parce qu'on entreprend dessus, soit parce qu'on a un engagement financier, on spécule. Et donc, et en plus, comme c'est tout jeune, forcément, il y a des points où on n'est pas toujours d'accord. Les réseaux sociaux, ça peut venir amplifier le phénomène. Donc, ça vaut toujours le coup quand même de prendre du recul et d'être à l'écoute avec les autres. Ouais. Ouais, ouais. Et puis, bah, c'est souvent des conflits d'idées. Je pense il y a des idées qui peuvent émerger et puis faire avancer les choses, quoi. Ouais, ça peut faire des beaux projets. Et du coup, toi, pour la suite, que ce soit avec les Marmotoshi ou dans le Web3, est-ce que tu as des objectifs ou des nouveaux projets en tête que tu pourrais ou que tu souhaiterais partager? Alors, nouveau projet, non, parce que je vais pas mentir, hein, les marmottes Toshi, déjà un projet à tenir, c'est beaucoup. Donc, non, non, continuer de faire avancer les marmottes, continuer de trouver des moyens de remplir les tirelires, de toujours mettre autant de bonne animation dans cette communauté en or. Et puis voilà, je pense que puis bon, après faire mon petit train-train, continuer mes petits trolls à droite à gauche, continuer à aider les gens qui ont envie d'en savoir plus. Voilà. Pour l'instant, pas de projet sur la comète, comme on peut dire. Non, on va continuer tranquillement, mais sûrement. Ouais, puis c'est déjà un très bon programme, donc il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Ouais, ouais, en fait, voilà, on découvre souvent notre programme au jour le jour dans ce milieu-là. Il y a tellement plein de rebondissements, de surprises, de nouveautés, donc ouais, pas besoin de faire de projet. Les projets, ils naissent tout seuls, quoi. Ouais, ouais, carrément. Bon, en tout cas, en commentaire et en description de cette vidéo, vous avez tous les liens hein, pour aller voir un peu ce que c'est les Marmotoshi, pour aller voir aussi les réseaux de Doc Marmotte. N'hésitez pas à aller le suivre, voir un petit peu ce qu'il raconte et aussi apprendre énormément de choses sur le Web3 et la DeFi. Avant de nous quitter, pour le prochain épisode, est-ce que tu as une ou deux personnes qui te viennent en tête et que tu aimerais voir sur ce podcast, peut-être pour apporter de la valeur à ceux qui nous écoutent? Bah, les 3 dernières personnes que j'ai citées, donc que ce soit From Zero to Dika, Cryptomat, fondateur des Cryptomasks, et aussi pour les gens qui ont envie de parler un petit peu de cybersécurité, il est pas mauvais non plus en troll, monsieur Frédéric Ocana. Ok, on pourra rigoler alors. En plus, From Zero to 10K, on a eu l'occasion d'échanger pas mal l'année dernière et les crypto-masques, on en parle très souvent sur ce podcast, ça revient, hein, c'est quand même une communauté emblématique, en tout cas dans le milieu francophone. Donc c'est clair qu'un jour, il faudra qu'on ait quelqu'un des crypto-masques pour nous expliquer un peu plus en détail le projet, comment il s'est organisé, comment ça se passe. Super. Ben écoute, ben merci beaucoup, Doc Marmotte, pour ton temps. Au plaisir de pouvoir échanger et de voir la suite de tes projets, dont bien sûr les Marmotoshi. Bah ouais, bah merci bien pour l'invitation, c'est super sympa. Et puis bah au plaisir, on reste en contact. Ça marche. À bientôt. Salut. À bientôt, ciao ciao.